Alors je vais prendre juste ça. Il y a des nouveautés. Et qu'il y a peut-être un décalage de quelques secondes. Donc c'est la méga merde. Il est même mieux que mon blanc à moi. Faire un petit blog. Salut, bienvenue dans cette nouvelle semaine, dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif touche à tout et je documente tout simplement tout ce que je fais, tout ce que je crée, toute mon aventure artistique, on va dire, dans ces vlogs. Bienvenue. Alors, on va démarrer la semaine par un tout petit peu de travail sur la 3D pour le projet du client, à savoir le projet de trophée custom pour la Lyon eSport. Ce que j'avais fait la semaine dernière, c'est que j'avais bloqué en fait toutes les proportions et tous les différents modèles du trophée en lui-même. Donc ça me donnait quelque chose comme ceci. Et du coup là l'idée en fait c'est de vraiment aller finaliser ce modèle, c'est-à-dire que je vais vraiment créer les creux qui permettent d'emboîter les différents éléments les uns dans les autres, puisque je vais les imprimer à part dans des couleurs différentes et je vais venir les coller, les emboîter les uns dans les autres. Donc je vais créer tout ce petit système là et puis après je vais juste rajouter des beaux petits chanfreins un peu partout histoire de finaliser vraiment la pièce et de faire en sorte qu'elle s'imprime le mieux possible et le plus proprement possible. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est la merde, mais c'est un tout petit peu la merde. En gros, j'importe du coup les logos et les textes qui sont dessinés, qui sont vectoriels, etc. de mon client dans Onshape en les transformant d'abord en fichier DXF, parce que Onshape n'accepte pas le SVG, mais par contre il accepte le DXF. Mais en fait, il se passe exactement la même chose que ce qui peut se passer quand on passe d'une modélisation CAD surfacique paramétrique à un export au format STL, OBJ, etc. d'un fichier 3D, à savoir qu'en fait, il va interpréter les différentes courbes qui sont normalement, parce que c'est du vectoriel, des courbes mathématiques propres et 100% nickel, 100% courbes. En fait, il va les transformer en plein de petits segments, comme ça. Et donc, déjà, il n'a pas la meilleure finesse du monde. Et surtout, ça crée plein de problèmes dans Onshape. Typiquement, une fois que j'ai du coup là mes jolies formes vectorielles, je les extrude comme ça pour qu'elles aient de l'épaisseur. Et en fait, si on imprime ça tel quel, ça va fonctionner, mais ça va pas être super propre, super nickel. Du coup, il vaut mieux chanfreiner en fait un petit peu comme je le fais sur celle-ci. Ça va faire une finition plus propre et notamment quand on va toucher l'objet, ce sera vachement plus agréable. Sauf qu'en fait, quand on essaie de faire ça avec les fichiers de base qui sont du coup du vectoriel importé et donc réinterprété comme il peut, vous voyez bien, là la courbe, c'est pas une seule et belle courbe, hein, c'est plusieurs petites courbes collées les unes aux autres, etc. Et donc forcément, ça crée des arêtes là entre les deux. Et c'est ça qui rend la chose très difficile, parce que par exemple mon chanfrein là de 1 mm, et là-dessus il passe pas, là-dessus il passe pas, là-dessus il passe pas, là-dessus il passe pas. Bref, il passe pas sur plein de formes. J'ai essayé plein de méthodes, j'ai essayé de simplifier les courbes, de faire ce que je peux. J'arrive pas. Là c'est la version avec les courbes importées du vectoriel les plus propres que j'ai réussi à avoir d'après tous mes tests. Et ça se voit, il y a vraiment pas beaucoup d'edge et de face sur les côtés. C'est vraiment très clean. De même, sur les lettres Lyon du dessus, c'est exactement le même problème. Et il se trouve que j'ai la solution, en vrai. La solution, elle n'est pas agréable pour moi. La solution, elle est que vraiment, j'essaie de me recoller au plus possible au logo. Et je refais moi-même les formes avec les splines directement de Onshape. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que si je fais une extrusion de ça, on s'en fout de combien, c'est pas la question. J'ai une extrusion 100% nickel, d'accord? Parce que c'est vraiment juste deux splines Onshape. Il n'y a aucune face et aucune arête sur les côtés. Et ce qui permet de faire un chanfrein ici de 1, 2, 4 mm si je veux. Il se débrouille pour faire que ça fonctionne. Du coup, je me dis que si je veux un résultat vraiment clean, qui me permet de faire ces jolies finitions de chanfrein, il faut que je retrace tout, mais dans Onshape. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous ces rushs et on va essayer de faire le petit montage vélo ensemble. Donc, on va juste lui faire la transcription audio. Ça me permet de un peu mieux récupérer les bonnes parties du rush. Alors, je vais prendre juste ça.
Ensuite, dans celle-là, on s'en fiche, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, c'est important aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai fini le montage de la petite séquence qui dure un peu moins de 2 minutes de vélo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais aller sur mon Strava, ici, dans les 3 petits points, là, Export GPX. Donc, on se retrouve avec cette interface. Dedans, je vais lui charger mon GPX. Je prends le GPX là. Il me détecte bien la durée et les différents trucs. On va nommer ça GPX et puis Export Vidéo. À mon avis, ça risque d'être long. Parce qu'il y en a quand même pour 160 minutes de vidéo. Je sais pas. Bon, il y a déjà 1%. Donc ça avance, ça progresse. Bon, du coup, ça m'a permis de remarquer quelques petits détails qui me chiffonent un petit peu dans l'application. Il y a des petits soucis au niveau du fichier rendu, etc. Bref, des petits détails. Du coup, j'ai fait pas mal de petites corrections avec Claude Code. Et donc là, voilà, il est en train d'exporter, cette fois-ci en H265, les différentes datas qu'il y a dans mon GPX de la sortie. La seule data que j'ai volontairement enlevée, c'est l'élévation. Parce que le problème de l'élévation, c'est qu'en fait, l'élévation qui est inscrite dans le fichier GPX, c'est réellement le niveau auquel je suis à l'instant T par rapport au niveau de la mer. C'est l'élévation absolue, tu vois. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que ça me calcule le pourcentage. Et ça, j'ai réussi à le faire dans mon application mobile qui est destinée au live, parce que ça calcule les données en temps réel. Donc ça, je verrai dans un deuxième temps s'il peut, spécifiquement pour cette data-là, s'il peut faire un petit calcul, en gros, tout simplement, hein, entre les différents points GPX, il prend les deux élévations et puis il fait le calcul. Ça pourrait juste être ça, hein, ça suffirait. Hein. Alors, après pas mal de petits allers-retours avec Claude Code pour faire quelques ajustements par rapport au fichier, parce qu'il y a des petits soucis sur l'horodatage pour le widget de timer, enfin de clock. Mais maintenant, c'est bon, on a ce qui fonctionne, ce qui fait que le workflow, c'est celui-ci. Je mets, en fait, tous mes clips de widgets sur ma timeline à 0,0 au début. Je les sélectionne tous et en fait, je les déplace sur ma timeline exactement au timecode auquel l'heure affichée commence. Ce qui fait qu'en fait, ma timeline, elle représente un peu comme mon horaire de la journée, si tu veux. Donc là, ma sortie GPX, elle commence à 9h15, 34 secondes. Donc j'ai tout déplacé pour être à 9h15, 34 secondes sur ma timeline. Et ce qui fait que maintenant, quand je prends un de mes rushs de vélo, là je vois que ce clip il est de 9h26, 53 secondes. Du coup je l'ai décalé exactement à 9h26, 53 secondes dans ma timeline. Donc ma timeline représente réellement les heures de la journée. Je le mets là devant et celui-là il commence à 9h32,06. Donc plus 9h32,06, 0 frame. Bim, il est décalé. On peut aller le voir, il est ici. Et normalement, là, je suis bien calé. Alors en vrai, là, moi, je suis plutôt à 23.3. L'élévation est complètement fausse. Il y a tout qui est faux. Je suis à 3 km. Il m'affiche 4 km. Est-ce qu'on a une meilleure vue sur le chrono? Les datas correspondent pas, en fait. C'est trop bizarre. Hier, j'ai fait quelques ajouts. Il y a des nouveautés. Ce que je vais faire, c'est que je vais même entièrement refaire du coup le petit montage de la séquence vélo dans DaVinci Resolve, récupérer mes nouvelles datas et vous expliquer un peu les nouveautés qu'il y a eu. Donc l'idée c'est de prendre chacune de nos datas, on les met toutes ensemble. Alors en nouveauté on a le widget de trace. Donc en fait c'est tout simplement un widget qui représente toute la trace du parcours au total de 0 à 100%. Et au fur et à mesure du temps en fait le tracé change de couleur et se remplit pour montrer en gros le pourcentage de où on en est sur notre tracé. Voilà, donc déjà on a ça comme nouveauté. Mais ce qu'on a également, c'est la minimap. Avec réellement la minimap et notre point de là où on est, plus le tracé qui nous suit en bleu derrière. Alors de 1, je l'ai fait pour histoire de tout avoir, mais on va pas se servir de tout. Par exemple, la minimap sur une vidéo, je pense pas que ça a un grand intérêt. Par contre, le tracé, ça a un peu plus d'intérêt. Mais la minimap va nous servir notamment à aider à mieux caler les choses. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout activer. Parce que du coup, là, l'idée, c'est quand même de vous montrer le workflow que je pense être le meilleur. C'est que je vais me mettre au début. Je prends le clip, je le mets là tout au début. Et ensuite, je le sélectionne et je lui fais plus. Et lui, il est 9h51,03.
bim, il est parti là-bas. Je prends le suivant, je le mets au début, je le sélectionne, plus celui-là il est de 10h13-24, bim, il est parti là-bas. On se retrouve du coup, hop, avec ceci. Donc on a tous nos trucs, plus nos clips en dessous. D'accord? Ce qui fait que quand on est au niveau d'un clip, vu qu'on les avait passés les autres en add, et ben voilà, il s'affiche comme ça et on voit bien tout. D'accord? Alors on va juste essayer de caler un petit peu tout ça parce que je crois que quand j'avais fait mes premiers tests, j'avais remarqué que l'horodatage des vidéos n'est pas forcément parfait et qu'il y a peut-être un décalage de quelques secondes. Donc si je me mets ici, que j'affiche la vidéo en full, là je vois que je suis à 3 km 12 et que je suis plutôt à 23 à l'heure que 26. Il faut que je décale tout ça de moins 20 secondes. Je crois que c'est ce que j'avais remarqué. Ouais, non, ça correspond pas non plus. Hein. Ah, ce que je peux peut-être voir, là, c'est sur la minimap. Là, je passe une rue. Là, je suis pile au niveau de la rue. Au niveau de la minimap, on dirait que c'est ici. 17 secondes. Ok, c'est ça. Ah non, je leur avais déjà tous fait le moins 20. Donc en fait, il suffit que je leur fasse tous un plus 3 en fait. Ok, donc là, on est bon. Voilà, le petit montage de la séquence vélo est fait. Le workflow est pas parfait, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Du coup, vu le petit temps qu'il me reste, là, je vais peut-être juste prendre un peu de temps pour remettre à plat les différents projets et voir ce que je dois faire dessus. Ok, c'est la méga merde. Oui, tout ça fonctionne, sauf que la version d'OBS sur Raspberry Pi n'inclut pas les browsers sources. Les browsers sources, pour ceux qui ne savent pas du tout, qui n'ont jamais touché à OBS, c'est juste en fait un outil dans OBS qui permet d'afficher le contenu d'une page web. OBS peut directement aller récupérer ce qu'il y a sur une page web et l'afficher sur le stream vidéo. Et ça, j'en ai besoin. Parce que c'est là-dessus, c'est sur des adresses web, certes locales dans mon cas, mais ça reste des adresses web. C'est là-dessus que mon application mobile envoie les différentes datas que je veux afficher sur mon écran. Du coup, sans ça, je ne peux pas faire tout mon projet. En tout cas, il repose là-dessus de base, on va dire. Et là, toutes les recherches que j'ai refaites aujourd'hui me disent que oui, tout fonctionne, sauf les browsers sources. OBS, il a besoin de Chromium, je sais pas quoi là, d'un espèce de mini browser intégré à OBS, tu vois. Sauf que celui-là, il fonctionne pas sur l'architecture ARM, qui est celle utilisée par Raspberry Pi et Raspberry Pi OS. Donc la version d'OBS qui est disponible officiellement sur Raspberry Pi n'inclut pas les browsers sources. Alors, petit détail, hein, hier j'ai craqué. J'ai commandé sur Amazon un kit Raspberry Pi, les câbles qui vont bien, la sacoche pour le mettre sur le vélo et pour l'emporter, etc. Bref, j'ai commandé ce qu'il faut en hardware pour passer à l'étape d'après dans mon projet, à savoir faire des vrais tests IRL. Parce que même si j'ai pas particulièrement le projet de devenir un streamer IRL de vélo, mais il y en a d'autres des gens qui veulent faire du stream IRL et je me dis, j'ai l'impression de tenir un truc, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je le teste. Attends, je pense juste un truc. On va lui demander en direct ensemble, juste un truc. Que c'est également possible pour la version OBS Raspberry Pi de charger comme source sur le streaming une source de texte qui évoluerait dans le temps. Oui, tout à fait, c'est possible sur la version native d'OBS pour Raspberry Pi. En fait, la possible alternative, du coup, la peut-être solution, serait qu'en fait les datas ne soient pas exposées sur des URL locales et donc uniquement utilisables via browser source, mais qu'en fait ça remplisse bêtement et simplement des fichiers texte avec les datas qui se mettent à jour. Et que du coup, en fait, on utilise ça pour afficher les datas dans OBS. On va voir avec l'autre code pour modifier du coup notre système actuel pour que finalement ça remplisse juste des fichiers texte et qu'on utilise ça dans OBS. Voilà, petite douche froide quand même. Mais on se décourage pas et à mon avis, ça va être ça l'alternative en fait. Tout simplement utiliser des fichiers texte et éventuellement des sources images si on veut décorer le truc et puis basta quoi. Ok.
Bon, sinon, le plan que j'avais d'abord prévu pour aujourd'hui, et donc je vais essayer de m'y tenir, tant pis pour mon problème de streaming, c'est que sur le trophée pour le client, en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais juste imprimer les morceaux qui doivent s'emboîter les uns dans les autres pour être sûr que l'emboîtement fonctionne, que les tolérances que j'ai prévues entre les différents objets soient bonnes. Parce que ça sert à rien d'imprimer tout pour au final se rendre compte que ça rentre pas dedans ou que ça rentre beaucoup trop, qu'il y a du jeu, etc. Bon, pendant ce temps que l'imprimante imprime, nous on va déballer ce carton. Parce que là-dedans, en fait, il y a normalement les filaments que je vais utiliser pour le trophée final pour le client. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'espère que la couleur est... à mon sens, elle est peut-être pas assez flashy. J'ai cherché un violet bien flashy. Ça me paraît sombre. C'est mieux que... Il est où mon violet à moi ? Ouais, mon violet à moi, je pense qu'il est trop pâle pour le client. Mais on va tester, hein. Après, c'est des couleurs basiques, hein. C'est noir. Très bien. Ah ouais, il est nickel. Il est même mieux que mon blanc à moi. Ok. Cool. Bon, l'impression est finie. Elle est dégueulasse parce que j'ai clairement trop enlevé de murs et de tout ce qu'on veut. Donc j'essaie vraiment de mettre aucune pression. Ouais, mais je pense que ça va le faire. Alors ça rentre, c'est plutôt pas mal. Faudrait peut-être que je mette un petit filet. Bon, du coup, tout ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter peut-être un petit filet là sur toutes les pointes qui sont trop pointues. Puis c'est tout, puisque le reste semble bon. Donc on testera directement avec les vrais objets, puis on croisera les doigts. Bon, juste un truc. Je sais pas pourquoi, mais ça me titille un peu là, le violet que j'ai reçu pour le client. C'est un beau violet, hein, y a pas de problème. Mais par rapport à l'image qu'il y avait de quand je l'ai commandé, il est clairement plus violet. Alors que le violet du client, c'est un violet légèrement bleuté. Ok ? Et il a un côté un peu plus électrique, un peu plus flashy. Sauf que là, je le trouve un peu plus foncé, un poil trop violet. À côté de ça, j'ai ce violet-là de Bamboo Lab, qui, à mon avis, n'est pas bon. Alors lui, par contre, il est clairement très bleuté, mais il a pas du tout de punch. Il est assez fade, on va dire. Et à côté de ça, j'ai un autre violet de chez Polyterra, qui est celui-ci, le lavande, qui à mon sens est de toute façon trop clair, trop désaturé. Mais ce que je me dis, c'est que je vais peut-être prendre le petit temps qui me reste là ce matin pour imprimer des carrés de couleurs, un blanc, un noir, et un de chaque violet. Comme ça, je pourrais jouer avec, me rendre compte des différentes couleurs, et soit clairement trancher, prendre la décision et me dire non, en fait, il est bien, ça fonctionne. Ou alors, si j'ai carrément un doute et que j'arrive pas à me décider, en fait, envoyer les échantillons au client pour avoir son retour et que lui fasse le choix. Bon, pour essayer de finir la journée sur une note un petit peu plus légère, ça fait quelque temps que je pense à l'idée de me faire un petit blog, mais j'ai pas du tout envie de faire un WordPress ou d'écrire sur une plateforme tierce comme Medium ou ce genre de truc. J'ai envie que ce soit mes petits textes à moi, mes petits articles à moi, que j'en ai le contrôle total. Je veux que ce soit ultra simple à mettre en place, à utiliser, tout ce que tu veux. Et du coup, je suis tombé notamment dans tout ce qui est générateur de sites statiques, notamment le générateur Hugo, qui permet en fait depuis un fichier Markdown, donc un fichier texte assez classique, en fait de directement transformer ça en page web statique, et du coup il y a moyen en fait d'héberger ça sur son FTP ou sur GitHub ou genre de truc, et d'en faire un vrai blog accessible à tout le monde. C'est pas mal, sauf que en termes de setup, c'est pas le plus évident. Il y a quand même pas mal de choses à setup, etc. Et en fouillant, je suis tombé sur un autre projet un peu du même genre, mais beaucoup plus accessible, on va dire, pour quelqu'un comme moi. Ça s'appelle Publi, avec 2 i. Et où en gros c'est carrément une application Windows qui permet de créer ses posts et son site de façon statique, tout pareil, et on peut directement soit pareil le lier à GitHub ou à ce genre de truc, ou alors directement le lier à notre FTP, etc. Donc on va faire ça. On va tout de suite télécharger ça. Ensuite je vais me connecter à mon système OVH, ajouter un sous-domaine. Alors le nom du blog, je crois que je vais l'appeler Le Matos. C'est là que je peux configurer des trucs
Ok, c'est là que je vais choisir un thème. Test de blog post super méga intéressant. On va mettre une super photo de moi. Bim. Sync website. Hop, je fais OK. Je me mets ici. Test. OK. 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 Bon voilà, c'est sur ce petit setup de blog minimaliste que va s'achever cette semaine de vlog. Semaine prochaine, je vais essayer un petit peu de travailler comme dit, notamment sur mon application de stream IRL, mais c'est de loin pas gagné, hein, comme vous l'avez bien compris. D'autant plus qu'il y a les vacances scolaires, donc je vais quasiment pas pouvoir travailler ou très peu. J'arrête là-dessus, je vous laisse avec la petite vidéo post-générique. Là, ce sera du coup la vidéo vélo avec les datas offline par-dessus. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'aventures de stream IRL Raspberry Pi que j'aurais acheté peut-être pour rien. On verra. Allez, ciao tout le monde. Voilà, ça fait à peu près 3 km que je suis parti de chez moi. Commence un parcours de 71 km pour aller à Colmar. Tout va bien, je teste mes nouveaux habits de chez Ikoi qui sont très chouettes, mais je les ai pris un petit peu trop petits, donc je suis un peu patiné dedans, un peu serré. Mais bon, tant pis, hein, va falloir perdre du gras. Je suis sur le canal, j'ai à peu près 50 bornes, tout droit comme ça à faire. Ça va être chiant, mais c'est pas grave. On va passer en position aéro et puis en mode machine. On éteint le cerveau, on pédale tout droit. Bref, on est presque arrivé, c'est super beau, pas de chaud, mais il fait super beau. J'ai très bien roulé, je suis plus rapide que prévu dans mon itinéraire de base. Ok, tout droit. Donc voilà, arrivé à destination à Colmar. Je suis à moins d'1 kilomètre de ma destination, donc là je roule tranquillement dans la ville pour trouver l'adresse et puis voilà. Bon allez, on espère que cette sortie sera très utile pour tester mon application surtout.